Cette dernière décennie, les thématiques de recherche sur le travail au prisme du genre ont connu de nouvelles frontières. Elles se sont considérablement déplacées et de fait renouvelées. Margaret Maruani a toujours été très attentive à l'intégration de ces nouvelles questions de recherche au sein de nos objets. Elle nous y a encouragés, soutenus, toujours avec enthousiasme. Le MAGE et la revue Travail, Genre et Société se sont au fil du temps très largement ouverts à des questions de société qui nourrissent incontestablement la réflexion sur le travail, qui remodèlent cet objet même, le réinterroge, le bouscule, le réinvente. Sa posture de recherche l'a amené à toujours privilégier les croisements disciplinaires en permettant à toutes les générations de chercheuses et de chercheurs de se rencontrer. Nous pouvons, avec Nathalie, toutes les deux témoigner de cette volonté de Margaret d'être une passeuse entre les générations, entre les objets et les approches. Elle nous a incités à aller voir ailleurs, à défricher d'autres terres et à croiser les regards. Alors merci Margaret, et merci aussi à toutes les autres collègues du MAGE et de la revue, car c'est une œuvre éminemment collective. On l'a beaucoup dit aujourd'hui et c'est important pour nous. Donc merci de nous avoir assuré de l'intérêt de travailler sur des sujets qui pouvaient paraître accessoires, exotiques, marginaux, petit points, au premier abord en tout cas. Merci de nous avoir transmis cette confiance indispensable à toute démarche prospective de recherche. Ainsi, à la faveur de l'émergence de nouveaux champs de recherche scientifique, mais aussi au gré des crises sociales, politiques et sanitaires, les travaux ont fait un pas de côté, nous invitant à découvrir des objets inédits. L'ouverture à des domaines moins investigués, comme les enjeux de genre au sein des arts et de la culture, ou encore la question des violences de genre et celle des sexualités au travail, renouvelle considérablement nos approches, interroge et réinterroge la centralité du travail dans la complexité à la fois de nos expériences scientifiques, mais aussi sociales et politiques. Dans un contexte post-MeToo, l'ampleur des violences de genre et des violences sexistes et sexuelles oblige en particulier à mobiliser une grille de lecture renouvelée des mécanismes de fabrication des inégalités de genre au travail et dans la société en général. La question de la centralité des corps au travail, des identités de genre au travail, du harcèlement sexiste et sexuel au travail sont plus que jamais des enjeux organisationnels et politiques majeurs, et ce, dans un contexte mondialisé où la mise en œuvre des politiques d'égalité et d'inclusion au sein des entreprises sont érigées comme menaces absolues par les néoconservatismes, fer de lance d'une internationale anti-genre. Dans cette dernière table ronde de la journée, nous allons évoquer l'émergence progressive d'un domaine d'études croisant sexualité au travail, mêlant des approches qui dialoguaient auparavant finalement peu. Isabelle Claire reviendra ainsi sur les raisons pour lesquelles la sexualité n'a pendant longtemps pas été considérée comme un enjeu crucial pour la sociologie du travail des femmes puis du genre, avant que les deux ne se rencontrent. Ensuite, nous soulignerons combien la prise en compte du corps et des sexualités s'avère de fait nécessaire au sein des recherches sur le travail au prisme du genre, à la lumière notamment de travaux menés dans différents mondes de l'art et de la culture. Qu'il s'agisse d'examiner l'activité des techniciennes des arts du spectacle ou d'analyser les carrières des plasticiennes d'art contemporain, en passant par l'observation du travail des comédiennes et des comédiens ainsi que des game designers et designeuses, le corps est partout et la question de la sexualité omniprésente. C'est ce que montreront tour à tour Bérénice Crunel-Bédoué à partir d'une enquête au sein d'une brigade de machinistes d'une grande maison de spectacle parisienne, puis Farah Deruel qui étudie la mise en scène narrative de la sexualité au théâtre et dans le jeu vidéo, et enfin Mathilde Provençal qui interroge le paradoxe de la présence majoritaire des femmes dans les écoles d'art au regard de leur moindre visibilité professionnelle. Donc, nouvelles thématiques, nouveaux objets, nouveaux domaines de recherche, nouvelles approches. Il s'agit bien là d'enjeux de recherche majeurs auxquels nous sommes invités à réfléchir pour résister aux attaques contre la recherche, la pensée, l'esprit critique. Et nous sommes fiers de poursuivre là l'héritage de Margaret. Donc pour commencer, Isabelle Claire va nous présenter une communication intitulée La sexualité au travail, émergence d'un nouveau champ de recherche féministe.
Bonjour, merci beaucoup, à Nathalie, à Hyacinthe, de la co-organisation de ce bel événement et merci de m'y avoir conviée. Donc ce colloque nous réunit autour du souvenir de Margaret Maruani, dont l'œuvre scientifique, éditoriale et institutionnelle a largement, contribué à rendre possible notre travail, y compris quand on ne travaille pas, comme c'est mon cas, sur le travail et plus largement à contribuer à rendre possible, l'espace, de la recherche féministe. Elle a beaucoup, œuvré pour garantir nos conditions de travail dans la durée. Et pour ma part, outre, la vigueur, intellectuelle, le volontarisme, l'engagement et la force de travail, de Margaret Maruani, ce dont je voudrais témoigner à mon tour et que dont tu as parlé, Hyacinthe et d'autres évidemment, depuis le début de la journée, c'est l'ouverture d'esprit qui l'a caractérisée et c'est une dimension, fondamentale, je crois, de sa personnalité professionnelle et scientifique et puis c'est une qualité nécessaire en fait mais que tout le monde n'a pas pour ouvrir un espace de réflexion et pour ouvrir l'avenir. Parce que c'est risqué en fait et donc elle prenait ce risque avec, joie. J'ai concrètement fait l'expérience de la curiosité intellectuelle de Margaret Maruani et de son intérêt au-delà de ses propres objets, puisque pour ma part, comme je l'évoquais, avant, au moment d'arriver au MAGE, je ne travaillais pas sur le travail, c'est toujours le cas. Je travaillais sur les classes sociales, ce qui n'est pas tout à fait la même chose et sur la sexualité. C'est Elena Hirata qui m'avait fait rencontrer, Margaret Maruani. On l'a entendue, dans la très belle performance, juste avant cette table ronde. Elena est une autre actrice centrale de notre champ d'études et une tisseuse, infatigable entre les mondes, qui le composent. C'est l'occasion aussi pour moi de lui rendre, hommage, avec ce petit exposé qui sera court, ne vous inquiétez pas, parce que ce qui compte, c'est les recherches qui sont en train de se faire et de croiser pour de vrai, le travail et la sexualité. Ma présence hommage avait à voir avec, l'inscription dans le temps et le renouvellement générationnel des institutions toujours précaires de la recherche féministe. Récemment entrée au CNRS, je devais y faire ma part. Mais quand je disais que je ne travaillais pas sur le travail et que c'était quand même peut-être un problème, Margaret répondait que, même si je n'en parlais qu'en creux dans mes recherches, en plus pour en dire du mal, puisque je disais que la sexualité comme objet, comme problématisation du genre était en partie empêchée par la centralité du travail dans, les études féministes françaises, conçues comme antinomiques avec la prise en compte de la sexualité. Elle me disait: «Non, mais c'est bien, tu en parles quand même». Et elle disait surtout que c'était une interpellation, qui importait, qui lui importait, mais qui nous importait, collectivement, y compris bien sûr pour comprendre, le travail, dont la sexualité n'est en réalité pas absente, on le sait mieux aujourd'hui. Ça paraît un peu, banal en fait aujourd'hui du fait que le croisement entre, sexualité et travail est en train de se constituer, en domaine de recherche à part entière. Dans un contexte social de dénonciation féministe des violences sexuelles au travail au sein du mouvement MeToo. Il y a 15-20 ans, en fait, ça allait pas du tout de soi. Il y avait au contraire une méfiance assez, générale. Alors quand on regarde de loin, c'est toujours un peu homogénéisant et global, hein, donc excusez-moi, il y a évidemment, des exceptions dans cette méfiance, générale. Mais quand même une méfiance, à l'égard de la sexualité ou des sexualités comme objet des sciences sociales féministes, qui ne se disaient pas telles, pour lesquelles, particulièrement en sociologie, le travail demeurait et devait demeurer l'objet central. Alors cette réticence, elle tenait à de bonnes et de moins bonnes raisons. Les bonnes raisons, ou en tout cas les raisons qui se défendent, c'était, l'attachement à une avancée théorique fondamentale, dans les années 70-80 dont parlait le topo de Daniel Kergoat plus tôt, autour de la reconceptualisation du travail, en dehors du seul travail salarié des hommes. Et donc ce qu'il y avait, face à cet attachement, c'était aussi la crainte en fait de sa mise, de côté par la sexualité, un thème littéralement plus sexy, au moins dans les apparences. Il s'agissait de penser l'émancipation des femmes par la reconnaissance de tout leur travail et contre leur exploitation à la fois dans la sphère privée et dans les organisations de travail. Donc l'enjeu, il était, théorique et politique, les 2 allant, régulièrement ensemble. Il fallait pas lâcher la centralité, du travail pour comprendre les inégalités de genre et pour pouvoir, agir sur elles. Et le travail permettait de tenir l'analyse dans un cadre, matérialiste. Puisque la sexualité, quant à elle,
bien avant MeToo, est arrivé dans notre champ de recherche, ou plutôt y est revenu après une éclipse de plusieurs décennies, par le canal queer. Dès lors, non seulement elle était pensée en dehors du travail, mais aussi dans un cadre non marxien, avec des maîtres à penser français peu fréquentables pour les chercheuses féministes françaises, qu'il s'agisse de Michel Foucault ou pire, du féminicide Louis Althusser, qui est une référence dans la théorie queer. En outre, elle venait depuis l'Empire états-unien et faisait entrer des hommes via l'étude des homosexualités dans le concept et donc dans ces institutions. C'était dangereux. C'était le risque d'une relativisation non seulement des objets, mais aussi des actrices d'un champ de recherche depuis toujours confronté à une grande adversité, et puis ça reste le cas, professionnelle, institutionnelle, masculine et antiféministe. Alors comme d'autres, parce que j'étais pas du tout la seule évidemment, j'étais pas d'accord s'agissant du risque théorique, parce qu'il me et nous semblait que la pensée queer pointait de réels problèmes dans la théorie des rapports sociaux de sexe dont il fallait qu'on parle et sur lesquels il fallait qu'on travaille. Parce que la sexualité, nous apparaissait non seulement comme un pan du réel qu'il fallait enquêter et ne pas remiser dans le tabou, mais aussi comme un fondement du genre via le primat de l'hétérosexualité, la complémentarité des sexes et puis la mise au pas des femmes et de toutes les minorités en général par le rappel à l'ordre de la respectabilité, le renvoi dans la nature, voire l'animalité. C'était un plus théorique. C'est comme ça qu'on est nombreuses et nombreux à l'avoir envisagé, qu'on pouvait penser de manière hybridée et critique avec la théorie féministe matérialiste et ses ramifications, plutôt que de la voir comme une menace qui risquait de faire dégringoler la recherche féministe du côté seulement du symbolique et à distance des questions économiques et matérielles. Le mouvement MeToo lui-même a germé au sein d'un processus historique de repolitisation de la sexualité, amorcé avec la lutte contre le VIH-Sida, les débats publics et les mobilisations autour du Pax, puis du mariage dit pour tous. Enfin, le retour de la violence comme sujet de premier plan aux côtés de celui de l'égalité. Il a relégitimé des questionnements plus généraux sur la sexualité dans le monde académique, notamment parce qu'il figurait à nouveau à l'agenda du mouvement social. Or, ces questionnements sont très matériels, très politiques et très féministes. Le fait de les constituer en un domaine de la recherche féministe est important aussi pour faire plus entrer dans ces objets les filles, les jeunes femmes et les jeunes en général, car un autre effet du travail comme objet central, ce qui est très bien à plein d'égards, je ne veux pas faire effondrer la journée, hein, c'est vraiment pas mon, mon but, mais quand même, le fait de parler en tout cas et de thématiser cette centralité et de se dire qu'il y a d'autres centres aussi possible ou en tout cas un peu plus périphérique, c'est de faire, en fait, de garder cette centralité ou de s'y accrocher, c'est de faire des femmes adultes, les principales ou les seules populations à étudier, et à défendre et c'est une autre raison pour laquelle, la sexualité en tant qu'objet, l'hétéronormativité et les violences de genre en tant que cadre conceptuel, pour penser le genre, sont importantes. Elles font entrer dans la population qui compte pour la recherche féministe son adolescence et dans une moindre mesure encore à élargir son enfance et son grand âge. Beaucoup de travail reste à faire et la sexualité, parmi d'autres objets et d'autres conceptualisations du genre et des rapports sociaux, est un moyen de cet élargissement, de la compréhension des expériences vécues. Il me semble fondamental pour le programme de la recherche féministe contemporaine. Pour en revenir à Margaret Marueni, je pense qu'elle partageait en partie les craintes ou les désaccords théoriques à l'égard du canal queer, mais je n'en sais pas grand-chose parce qu'elle n'en parlait pas tant que ça, en tout cas pas avec moi. Mais c'était une façon, son creux à elle, de ne pas faire rempart et d'écouter. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Le fait qu'elle mette son énergie à contrer d'autres adversités, et pourrait-on dire les vraies adversités, en faisant de la place dans l'espace de recherche qu'elle a fortement contribué à édifier, a été un atout, je crois, pour que celui-ci soit pluriel, exigeant mais pluriel, et permettant la controverse, le débat, la discussion. Par ailleurs, je pense que Margaret ne partageait pas les plus mauvaises raisons qui empêchaient la prise en compte de la sexualité comme objet de la recherche féministe. Alors les féministes sont beaucoup moins que les autres, que tous les autres gens, conservatrices sur le plan de la sexualité. C'est important de le rappeler parce que c'est quand même un peu un stéréotype sexiste de penser que c'est le cas. Mais elles peuvent être conservatrices en matière de sexualité.
Or, pour penser la et les sexualités, le conservatisme sexuel est un obstacle majeur. Il prend diverses formes et souvent la mauvaise foi en avançant d'autres arguments que lui-même. Mais c'est un poison qui met le sexuel du côté du privé sans politique, qui reconduit les conditions de la violence sexuelle, qui rigidifie les identifications et les normes sexuelles. Je n'ai jamais senti quelque chose de ce conservatisme dans le travail et dans les propos comme les attitudes de Margaret Marveny. Comme d'autres, je me sens redevable du travail accompli par elle et puis toutes ses complices au fil du temps, qui sont ici pour la plupart. Le MAGE, c'est un lieu, je le disais, d'autres le disaient, d'élaboration attentif à la pluralité, à la chaleur, à la lutte, à l'espoir. Et c'est tellement important, particulièrement aujourd'hui. Toutes les formes collectives de pensée et d'action sont nécessaires, mais aussi particulièrement difficiles à maintenir dans la période actuelle. La production éditoriale et intellectuelle, le travail ensemble, le féminisme dans l'espace académique et hors de lui, et l'action syndicale sont des moyens vitaux pour résister. Or, le MAGE est un espace de rencontre de ces activités que nous partageons de diverses manières, les uns et les autres. C'est pourquoi c'est un espace précieux à garder vivant, y compris dans la controverse sur le travail, sur la sexualité et même sur la prostitution et le travail du sexe. C'est très important, qu'il puisse être un lieu, d'élaboration d'un champ de recherche au croisement, du travail et de la sexualité, encore émergent et que ces controverses sont vraiment loin d'épuiser et ne doivent surtout pas écraser, en particulier pour les nouvelles générations de chercheuses, à qui je passe à présent la parole. Merci beaucoup, Isabelle, pour cet exercice de réflexivité. On va laisser la parole à Bérénice Crunel-Bédoué avec une intervention intitulée «La machinerie, c'est pour des nanas qui ont un minimum d'ovarios, les paradoxes de la virilité au féminin chez les techniciennes du spectacle». Merci, merci. Alors pour ma part, donc je vais m'inscrire dans, le sillage des discussions et de l'héritage, bien vivant, du mage en évoquant, le cas un peu singulier des femmes qui parviennent à intégrer, des bastions professionnels, traditionnellement masculins. Comment font-elles leur place dans un espace où leur présence ne va toujours pas vraiment de soi? Qui sont celles qui y parviennent? À quelles conditions? À quel prix? Et aussi jusqu'à quel point? Voilà quelques-unes des questions que je vais soulever à partir d'une enquête que j'ai menée parmi les machinistes d'une prestigieuse salle de spectacle parisienne et qui assure, organisée en brigade, le montage et la manipulation des éléments de décor. Alors historiquement, la machinerie, c'est un métier d'homme, un monde pensé, parlé, régi au masculin. Et ce n'est qu'en 1993 que ce collectif recrute sa toute première machinette. Je vous laisse apprécier l'ambivalence de ce terrain indigène. Alors les présomptions d'incompétence, notamment physique à l'égard des femmes, sont réelles, mais elles ne justifient pas à elles seules les résistances qui ont longtemps été opposées à la féminisation dans la brigade. Dans mes travaux, j'ai montré que les codes de la masculinité populaire qui traversent toute la culture brigadière sont en quelque sorte la clé de voûte de l'affirmation de ces subalternes dans l'institution élitiste et très hiérarchisée qui les emploie. Les normes viriles, célébrées à travers l'histoire, les traditions collectives, et qui sont aussi associées à un héritage ouvrier et militant, lui aussi en partie sublimé, ces normes, elles permettent de s'accommoder à la fois des nombreuses formes de pénibilité rencontrées au travail et aussi d'opposer une dignité collective au mépris de classe vécu au sein de l'établissement. A contrario, les représentations associées au féminin constituent souvent un argument de dévalorisation pour ce collectif. Dans ce contexte, les femmes machinistes doivent faire avec la tension constante entre l'appartenance au collectif de travail auquel elles sont attachées affectivement et une identité de genre dépréciée dont elles ne peuvent et ne veulent pas se dissocier. Pour mieux cerner ce conflit de loyauté, en quelque sorte, je vais creuser trois pistes. D'abord, celle des dispositions pour comprendre comment elles en viennent à s'engager dans cette voie. Ensuite, celle des renégociations et des aménagements quotidiens qui soutiennent leur quête de respectabilité. Et enfin, celle des limites qui sont susceptibles de briser cet équilibre fragile et remettre en question leur engagement. Alors la première idée que je tiens à partager, c'est l'idée que ce sont des femmes qui sont ajustées, bien ajustées au monde brigadier. Celles qui sont recrutées comme intermittentes, puis qui franchissent toutes les barrières jusqu'à leur titularisation,
Elles sont considérées comme de bons machinaux, au masculin évidemment. Au travail, elles ont été mises à l'épreuve avec une attention toute particulière et elles ont su montrer qu'elles étaient physiquement endurantes, techniquement fiables et dotées d'un bon sens pratique. Leurs compétences, elles reposent à la fois sur des diplômes spécialisés et des expériences diversifiées en machinerie. C'est un profil rare et apprécié chez les nouvelles recrues, dont elles savent de surcroît ne pas se vanter. Mais entrer dans la brigade, c'est aussi découvrir un univers relativement autonome, avec ses codes, ses valeurs, ses règles auxquelles il faut adhérer. Pour beaucoup de machinistes, la brigade, c'est une deuxième famille, qu'ils aiment, qu'ils défendent, qu'ils investissent bien plus qu'un simple collectif de travail. Et c'est aussi le cas de ces femmes, notamment parce qu'elles ont, au cours de leur précédente socialisation, intériorisé des points de vue, des dispositions qui leur permettent de comprendre et de s'ajuster à cet univers. Rapidement, ces femmes, elles sont issues des fractions stabilisées des classes populaires où l'héritage ouvrier est encore présent. Elles y ont reçu une socialisation plutôt traditionnelle et genrée, mais comme elles ne sont ni les aînées ni les premières filles de leur fratrie, elles ont ainsi été souvent, presque par accident, les destinataires privilégiés d'une transmission opérée par les hommes de leur entourage. À leur côté, elles ont développé des aptitudes pour le travail manuel, technique, le goût pour l'effort physique, le sens de la compétition, l'art de la répartie. Et plus généralement, une familiarité avec les entre-soi masculins, les bandes de potes, la culture d'atelier, ce genre de choses. Souvent, c'est dans le cadre scolaire que pour la première fois, elles se trouvent stigmatisées pour leur disposition sexuée inversée. Considérées comme de mauvaises élèves, turbulentes, dissipées, des garçons manqués parfois, elles ont rapidement été réorientées vers des filières techniques et c'est ainsi que, plus ou moins directement, elles deviennent machinistes, rarement après l'âge de 20 ans. À leur arrivée dans la brigade, elles ne sont donc pas plus désarmées face à une clé à cliquer que face à une blague à caractère sexuel. Elles savent comment se défendre, se positionner, se comporter, et grâce à leur humour, leur sens de l'engagement, leur respect des usages et un certain émerveillement aussi pour ce milieu, elles s'intègrent facilement, plutôt facilement. Elles adhèrent en bonne partie à l'esprit de brigade, dont elles saisissent implicitement le sens politique, et aussi l'enjeu dans les rapports de pouvoir institutionnels. C'est pourquoi, par loyauté autant que par nécessité, elles prennent sur elles face aux discours et aux comportements qu'elles désapprouvent, les prises de risques, les attitudes de bourrin, les évidences péjoratives sur les gonzesses. Donc, elles font avec, ce qui ne signifie pas toujours subir. Elles trouvent aussi des moyens d'aménager leur position pour la rendre plus tenable sur le temps long. Et j'en viens à ma deuxième idée, qui consiste à vous transmettre cette idée que ce sont des femmes qui savent jouer des normes de leur genre et des normes du monde brigadier. Pour asseoir leur respectabilité en tant que femmes et en tant que machinistes, elles conjuguent plus ou moins consciemment 3 types de positionnement en fonction de leurs ressources, des circonstances et des enjeux. La première posture, c'est une posture, bien connue, c'est celle de la neutralisation. Et souvent, elle remonte à l'incorporation des codes des entre-soi masculins de leur adolescence, qui se voient renforcés par l'injonction brigadière à se fondre dans le groupe. Elle passe notamment par une masculinisation de l'exercice corporel, à travers le langage, les choix vestimentaires, les postures, qui accompagnent aussi le développement musculaire lié aux activités sportives plus professionnelles. Ce processus est soutenu par la nécessité ressentie de se dissocier des représentations brigadières qui déprécient le féminin pour ne pas se voir rappeler à l'ordre et venir justifier en quelque sorte un traitement différencié et marginalisant. C'est cette fragilité de leur réputation et l'impératif de ne pas être perçue comme une fauteuse de troubles, sexuels notamment, qui conduit à l'adoption d'un deuxième type de stratégie, à savoir la conformation à des rôles féminins valorisés. Investies comme la sœur, la psy, la conseillère, elles assurent notamment des fonctions de care et tout un travail émotionnel dans la brigade, auprès de collègues dont elles obtiennent le soutien réciproque. Au travail, beaucoup se sont spécialisés en tapisserie, exerçant en marge des activités principales, moins exposées à la critique et au conflit. Cette division sexuée, indépassable pour les premières machinettes, est encouragée par des collègues parfois sincèrement désireux de les préserver des tâches les plus pénibles. Mais ce faisant, elles sont aussi privées d'occasion de démontrer leur virtuosité et d'asseoir publiquement et durablement leur réputation professionnelle. Dans ce contexte, la troisième option, c'est celle de l'autonomisation, ce qui passe notamment par la réappropriation du quant à soi brigadier, initialement développé face à la direction et aux artistes.
Entre elles se constitue donc un espace d'écoute, de partage, de réflexion, et lorsque la dignité de l'une d'entre elles ou de leur groupe se voit publiquement mise en cause, elles font bloc pour contester. À l'image de la Calamity Jane, regard noir et carabine au poing qui gardent l'entrée de leur vestiaire, elles tentent aussi de tenir à distance les prescriptions de genre, tirant un plaisir certain à la subversion des normes. Chacune à sa manière se bricole une virilité au féminin, avec la visée, probablement plus consciente et plus collective que jamais, de s'imposer aussi en tant que bonne machiniste. Au travail, de fait, elles défendent davantage leur manière de faire, souvent appuyée par une vision plus technique du métier, axée sur la sécurité, l'économie corporelle, la coopération et la préservation du temps personnel. Et c'est bien la possibilité de naviguer entre ces trois répertoires qui leur permet de concilier et peu à peu assouplir les tensions de leur position. Néanmoins, c'est la troisième et dernière idée que je vais défendre, il s'agit d'un équilibre précaire, puisque dans la brigade, ces femmes restent quotidiennement susceptibles d'être rappelées, plus ou moins rabaissées, à leur sexe. Mais certains événements biographiques contraignent aussi à cette renégociation. Je pense d'abord à la mise en couple avec un machiniste, qui constitue un épisode assez paradoxal. Elle est tardivement officialisée, souvent contrainte par l'arrivée d'un enfant, dont l'annonce vient en quelque sorte légitimer cette relation qui, autrement, aurait pu entacher la réputation de la machinette. Si le statut de femme 2 accroît leur crédit social, il est néanmoins susceptible de prendre le pas sur le mérite personnel et constitue un engagement risqué en cas de séparation. La maternité aussi les expose à des choix difficiles, très positivement perçus par les collègues. Elle s'accompagne dès la grossesse de diverses attentions et aménagements de poste, à la fois appréciées et marginalisantes. Pour la plupart, mères célibataires ou en couple avec un machiniste, elles assument l'essentiel du travail parental. Mais cette nouvelle loyauté apparaît difficilement compatible avec l'engagement professionnel, incidemment dépouillé d'une partie de son intérêt et de ses rétributions. Par exemple, pour avoir leur soirée, elles ne peuvent plus servir les spectacles et vivre un peu l'adrénaline du spectacle. Et elles ne restent pas non plus faire la fête avec les collègues. Enfin, il faut évoquer l'usure prématurée, qui est un épuisement physique lié à des conditions de vie, de travail, d'emploi difficiles, mais qui est accentué chez les femmes par la nécessité de dépasser fréquemment ses limites afin de prouver sa compétence. C'est aussi une fatigue psychique associée à une posture d'alerte incorporée et à la quête plus ou moins déçue de reconnaissance. Je terminerai enfin en mentionnant un dernier élément qui remet en question la place des femmes à la machinerie. C'est la diffusion des idées féministes dans les représentations collectives, notamment depuis MeToo, et qui entraîne en quelque sorte une relecture des conditions de travail et des relations professionnelles, du rapport au corps dans la brigade, et ce, principalement de la part des femmes. Les disparités de traitement sont désormais vues comme des discriminations, la culture brigadière est qualifiée de sexiste, et la loyauté attendue n'apparaît plus si justifiée, au point qu'il n'est plus rare, enfin qu'il n'est pas rare aujourd'hui, de voir des intermittentes des nouvelles générations refuser des propositions de titularisation dans la brigade. Elles renoncent alors à un emploi stable, à un employeur prestigieux, pour des postes plus conformes à leurs valeurs. En conclusion, les pionnières s'en vont. Ah oui, j'ai oublié un truc que j'ai pas dit, quand même, très important, c'est que les machinettes, du coup, elles ne vieillissent pas dans la brigade et elles se reconvertissent toutes à partir de 40-45 ans. Donc ces pionnières, elles s'en vont, les suivantes, elles déchantent, les plus jeunes renoncent et pendant ce temps-là, la plupart des collègues évoluent assez peu, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins de femmes dans la brigade qu'il y a 10 ans. Un recul paradoxal et assez amer de la féminisation qui me semble ouvrir des pistes de réflexion assez nécessaires et stimulantes. Je vous remercie. Donc nous allons maintenant entendre Farah Deruel travailler à jouer la sexualité, corps, pixels et seuil de l'intimité professionnelle au théâtre et dans le jeu vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, pour l'invitation. Je suis très heureuse, un peu honorée aussi, je dois l'admettre, d'être ici parmi vous aujourd'hui. Pour ma part, je vais, faire porter ma présentation sur un chapitre spécifique de ma thèse en cours qui, traite, qui est consacrée aux relations, amoureuses et sexuelles dans la sphère professionnelle, notamment dans les professions culturelles. Mais aujourd'hui, je vais m'écarter un petit peu de cette problématique centrale de mon travail. Je ne vais pas parler de sexualité au
travail en tant que phénomène périphérique, informel, c'est-à-dire des relations qui émergeraient dans les coulisses des organisations professionnelles. Je vais plutôt parler de sexualité dans le travail. C'est-à-dire en tant qu'elle est, une dimension, prescrite, attendue et parfois même, on le verra, indispensable à l'activité professionnelle. Alors, rassurez-vous tout de suite, je ne vais pas parler de travail du sexe. En revanche, je m'inscris, dans la définition que Lisa Atkins donne de ce qu'elle nomme le travail sexuel, c'est-à-dire toute forme de service sexuel quasiment intégré à la fiche de poste que les femmes, surtout massivement dans les emplois subalternes des industries de services, doivent performer, quotidiennement. L'exemple donné par Sophie Binet tout à l'heure des hôtesses d'accueil, en référence, aux travaux de Gabriel Schulz, c'était assez, emblématique. Et ce regard donc de Lisa Atkins va permettre de bousculer une opposition assez, présente encore dans la littérature entre d'un côté les bastions masculins qui tendent à traiter la sexualité au travail comme, un frein, à une entrave à la carrière des femmes et puis, de l'autre, les emplois, subalternes féminisés où la sexualité va plutôt être perçue comme intégrée à la fiche de poste de manière plus ou moins, explicite. Or, ce que, m'a montré mon terrain de thèse, c'est que, cette opposition, elle était un peu trop rigide, dans les faits et que même dans les professions intellectuelles, diplômées, historiquement masculines que j'ai enquêtées, que sont le théâtre, et le jeu vidéo, eh bien, la sexualité est bel et bien travaillée, elle est bien mobilisée comme une compétence professionnelle. Pour explorer cette dimension, donc je m'appuie, ici sur 2 tiers de mon corpus, de thèse, soit sur, 64, entretiens réalisés auprès de comédiens, comédiennes et travailleurs, travailleuses du jeu vidéo, sur les, 96 que j'ai conduits, au total. Et il se trouve que, dans ces 2 milieux de travail, les travailleurs, les travailleuses sont régulièrement confrontés à la nécessité de représenter la sexualité, en fait, dans les œuvres culturelles qu'ils et elles produisent, sur scène ou à l'écran, dans le cadre d'une pièce ou, d'un jeu. Alors ce travail, il est bien sûr largement invisible pour le grand public qui ne voit que le produit, fini, mais il implique pourtant des compétences spécifiques, narratives, émotionnelles, mais aussi corporelles et sexuelles. Cela suppose notamment, de puiser dans ses expériences intimes, dans ses propres souvenirs, comme le prescrit la méthode théâtrale de l'actor studio, hein, qui, va d'ailleurs inspirer sa thèse centrale à Harley Hochschild, sur le travail émotionnel. Et donc à ce titre, la frontière entre fiction et réalité, elle va devenir particulièrement poreuse, surtout au théâtre où, ce travail, sur la sexualité, il est plus visible, hein, par la mobilisation des corps, le jeu sur la nudité sur scène, mais aussi le fait de devoir jouer tout simplement des scènes de sexe, ou de désir, tout simplement, sur scène. Dans le jeu vidéo, cette part de travail, elle va être plus indirecte, plus symbolique, mais néanmoins, présente, puisque les personnages et les scénarios, du jeu véhiculent des normes sexuelles souvent très, très, stéréotypées. Et puis surtout, dans les 2 cas, dans les 2 professions, cela va nécessiter aussi un travail de mise en discussion de l'intimité entre collègues de travail. Dès lors, vous vous en doutez, cette part, de travail sur la sexualité ou de travail sexuel ne va pas être neutre et surtout pas pour les travailleuses, et va engendrer, des pénibilités sexuelles spécifiques. Sur scène, notamment, les comédiennes, doivent se conformer à des rôles, très sexualisés, très stéréotypés, pour le dire, assez vite, ça se résume entre la vierge, la femme fatale et puis la vieille dame un peu, asexuée. Dans le jeu vidéo aussi, on va avoir, des professionnels qui continuent de se débattre, hein, avec, cette, hypersexualisation historique un peu des personnages de jeux vidéo. Heu, Vous avez tous et toutes en tête l'image de Lara Croft, voilà, je devais, p poser à un moment donné l'image de Lara Croft dans cette, intervention. Alors certes, dans le jeu vidéo, les corps ne sont pas mobilisés de la même manière puisque, il y a l'outil, il y a le médium technologique, hein, qui vient médier quand même, un petit peu. Mais dans tous les cas, la représentation de ces scènes va donner lieu à des discussions professionnelles délicates, où il faut décider collectivement, quoi représenter et surtout comment en termes de relations amoureuses, et sexuelles à l'écran ou sur scène. Cette, hypersexualisation, alliée justement à cette norme professionnelle spécifique où, discuter de la sexualité entre collègues est permis, voire même en fait conseillé pour pouvoir bien faire cette partie-là du travail, va induire, vous vous en doutez, des risques de violences sexuelles explicites
Je vous donne l'exemple de Raphaël, comédienne de 37 ans, qui m'explique qu'elle a été forcée par son metteur en scène à adopter des positions et des gestes non prévus et non discutés et non consentis lors d'une scène de sexe. Cela va aussi induire des occasions rêvées pour certains collègues et bien de s'immiscer dans la vie privée d'autrui, euh, et notamment dans les fantasmes sexuels de tel ou tel collègue. Quentin, qui est un professionnel du jeu vidéo de 37 ans, lui aussi m'explique, par exemple, qu'au prétexte d'un jeu explicitement sexuel sur lequel ils étaient en train de travailler, eh bien, il a ouvertement demandé à sa collègue lesbienne de lui expliquer en détail le contenu de sa vie sexuelle et ses positions sexuelles. De fait, ces moments de travail sur l'intimité, ils sont perçus par les hommes de ces professions comme des moments d'abaissement en fait du seuil entre les sphères publiques et privées, qui légitime ou dès lors de recruter ou de tenter de recruter, eh bien, des partenaires sexuels potentiels à même le lieu de travail. À cet égard, tomber amoureux, amoureuse sur scène, hein, alors qu'on est soi-même en train de jouer, Roméo et Juliette à tout hasard, c'est une, modalité assez répandue d'organisation des conjugalités, au théâtre, pour le coup. Alors, une autre déclinaison, des pénibilités sexuelles de cette part-là de travail sur la sexualité, ce sont souvent les femmes qui vont, être tenues de prendre en charge la désexualisation, de ces œuvres, artistiques, de ces productions artistiques, puisque évidemment parmi mes enquêtés, beaucoup tentent en interne à leur, studio de jeux vidéo, en interne à leur compagnie théâtrale, eh bien, d'infléchir les représentations sexuées et sexuelles, des productions culturelles sur lesquelles elles travaillent, de corriger les stéréotypes, de réécrire des scènes, de remettre en question en fait les choix, artistiques, dominants, masculins. Au théâtre, Églantine, comédienne de 33 ans, me parle par exemple d'une scène qui représentait un féminicide, trope, assez courant dans le théâtre, classique, et qu'elle a tenté en vain de faire censurer par sa troupe. Et côté jeux vidéo, Margot, 29 ans, me raconte qu'elle a dû batailler des semaines durant, pour réduire la taille de la poitrine d'un personnage, féminin, de son jeu. Alors elle, elle aura finalement gain de cause, mais elle précise que, l'épisode a été vécu comme, je cite: «Une censure, un besoin de se limiter pour plaire à tout le monde». Et de fait, dans le moment post-MeToo au travail, vous me voyez venir, les tentatives des travailleuses pour désexualiser ces productions et ces représentations culturelles vont être perçues comme des tentatives de censure féministe qui donc entraveraient le pouvoir artistique des hommes. Je renvoie au débat très actuel qui a fait l'objet d'ailleurs, je crois, d'une controverse de TGS sur la séparation entre l'homme et l'artiste. Alors même que pour le coup, les censures, de contenus sexuels que j'ai pu, voir sur mon terrain, ce sont principalement des censures d'ordre économique, et évidemment d'autant plus le cas depuis les très récentes, mais très massives coupes, budgétaires dans le secteur, culturel. Dernier point que je vais, développer avant la conclusion, comment peut-on dès lors encadrer, ce travail, prescrit sur la sexualité? Alors des formes de régulation, existaient, déjà bien avant, MeToo, mais vous vous en doutez, l'événement a un peu, pressé, leur démocratisation. Heu, Ainsi certaines, compagnies théâtrales que j'ai enquêtées m'expliquent qu'elles traitent les scènes de sexe, comme, je cite: «des cascades». Au moyen notamment de répétitions chorégraphiées, en utilisant des draps, par exemple, pour se cacher, ou des sorties de chants opportunes pour, ménager la pudeur, des uns et des autres. D'autres comédiens, comme Joris, 29 ans, m'évoquent encore la technique du scotch pour, coller leur pénis, à leurs cuisses, afin d'éviter des érections involontaires lors de ces scènes qui engagent de fait, les corps. Dans les studios de jeux vidéo, en parallèle, on voit aussi apparaître des outils à valeur de trigger warning, comme le fameux sexboard dont me parle un de mes enquêtés, une sorte de tableau collectif, collaboratif, sur lequel chaque membre de l'équipe du studio va noter ses limites et ses malaises propres dans les thématiques sexuelles traitées lors de la production d'un jeu. Donc, dans le contexte post-MeToo, ces techniques et ces méthodes qui tâchent de réguler les conditions de production d'œuvres de fiction qui impliquent la sexualité, elles sont en voie d'institutionnalisation. On peut aussi citer l'essor récent de ce qu'on appelle les sensitive readers, qui
vont être des sortes de relecteurs, relectrices chargés de traquer les contenus potentiellement offensants pour certaines minorités. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup utilisé pour les minorités sexuelles. Au sein donc des productions vidéoludiques, c'est particulièrement le cas. Et ces professionnels vont être chargés de conseiller, suggérer des réécritures. De la même manière, le théâtre a de plus en plus recours à une nouvelle fonction hein, qui émerge et qu'on appelle les coordinatrices d'intimité, qui sont ces professionnels mandatés pour encadrer les acteurs-actrices lors de scènes qui miment des rapports sexuels. Et ces outils de régulation, ils sont aussi au cœur de l'actualité politique, puisque la très récente commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le secteur culturel de l'Assemblée nationale, présidée par la députée Sandrine Rousseau, a récemment appelé à les systématiser et à les étendre. Je sais pas où j'en suis, mais je conclurai, cette, présentation en 3 temps. Oui, 3 temps. D'abord, il me semble que, réussir à penser la sexualité comme un travail prescrit, en dehors donc du travail du sexe, c'est une manière de faire, me semble-t-il, enfin de tenter en tout cas de faire rentrer les violences sexistes et sexuelles qui surviennent dans ces moments-là de travail où la sexualité justement est prescrite, dans le champ des pénibilités professionnelles, au même titre que d'autres formes, d'usure au travail et donc de nourrir, j'espère en tout cas de nourrir à long terme les revendications aussi pour leur reconnaissance juridique, des pénibilités que voilà, que véhiculent les VSS au travail. Ensuite, ces terrains, ils démontrent bien comment, le nouvel esprit, du capitalisme dans lequel nous sommes définitivement plongés, exige et engage, de plus en plus, un investissement, total, des subjectivités, y compris des subjectivités sexuelles des travailleurs et des travailleuses, et comment cette demande tacite peut aussi se retourner contre elles et eux en termes de, bah, d'atteinte à l'intégrité, tout simplement. Alors c'est évidemment a fortiori le cas dans, ces professions, créatives, hein, qui, comme, Marie Buscato le dit bien, constituent évidemment des cas exemplaires, pour dénicher, l'intimité au travail. Ce qui m'amène donc dans un troisième et dernier temps de cette conclusion à dire que, même si le théâtre et le jeu vidéo, rendent ce travail sur la sexualité particulièrement visible, en ce qu'il y est, explicitement thématisé, eh bien ils n'en ont pas le monopole. Et c'est exactement ce que j'observe sur le 3e terrain de ma thèse, dont j'ai pas parlé aujourd'hui, qui est l'architecture. Profession où le travail sur la sexualité est plus volontiers, nié, mais où il n'est pas absent non plus. Alors, en architecture, c'est pas tant par le biais de la fiction, qu'on va traiter, et travailler la sexualité, c'est plutôt par la fabrication des espaces, par 2 voies principales. Je tease, voilà, je m'étendrai pas, mais je tease un peu. Par 2 voies principales, d'une part, le symbolisme genré, des formes architecturales, la fameuse, architecture érectile, mais aussi, plus concrètement et plus matériellement, en construisant des lieux et des chambres à coucher notamment, qui servent en fait à l'intimité, des familles, nucléaires, hétérosexuelles la plupart du temps. Et il me semble à cet égard que déplacer, ce regard sur le travail sexuel à des professions plus respectables, plus diplômées, plus prestigieuses aussi, est nécessaire, pour ne pas uniquement voir du travail sur la sexualité, justement dans des métiers de service où les femmes de classe populaire, se concentrent, en, très grand nombre la plupart du temps. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir dépassé. Merci Farah. On va laisser la parole maintenant à Mathilde Provençal pour son intervention sur les inégalités de genre dans la carrière artistique au prisme du corps et de la sexualité. Merci beaucoup. Merci aux organisatrices et puis, de ce colloque et de cette table ronde. Je suis très contente, de participer. Et donc je vais rebondir sur ce que disait, Isabelle Claire tout à l'heure, que dans le sillage de l'affaire, Weinstein et du mouvement, MeToo, les témoignages de violences sexistes et sexuelles ont mis en évidence la centralité du corps et de la sexualité dans le déroulement heurté des carrières artistiques féminines. Pourtant, la sexualité a peu été articulée à l'analyse des inégalités de genre dans les professions artistiques et le corps a plutôt été pris en compte dans l'analyse de pratiques artistiques reposant sur l'engagement physique de l'artiste et exposant son corps aux yeux du public, comme c'est le cas dans le cadre du chant, du théâtre, on vient de le voir, ou de la danse. Donc dans cette présentation,
Je voudrais souligner comment le corps et la sexualité sont mobilisés pour façonner des représentations et des pratiques défavorables aux carrières artistiques féminines à partir du cas des artistes plasticiens et plasticiennes. Donc ces pratiques et ces représentations, je les ai saisies à partir d'observations et d'entretiens qui ont été conduits au cours de 2 recherches. La première, réalisée dans le cadre, de ma thèse, donc dans lequel j'ai interrogé le paradoxe de la présence majoritaire des femmes dans les écoles d'art et de leur moindre visibilité dans les institutions et sur le marché de l'art contemporain. Donc je me suis notamment intéressée au parcours, des diplômés d'une école des beaux-arts très prestigieuse que j'ai anonymisée, que j'ai appelée l'école des arts plastiques. Et la deuxième recherche donc que j'ai réalisée, récemment, qui porte sur les violences de genre dans les écoles d'art. Donc j'ai identifié plusieurs mécanismes de construction et de légitimation des inégalités de genre dans les carrières artistiques. Ces mécanismes opèrent à différents moments de la carrière artistique et ils mettent en jeu le corps et la sexualité. Donc je voudrais en présenter 3 et souligner comment ils pèsent sur la liberté artistique des femmes, comment ils limitent leur accès aux règles de l'art et aux réseaux professionnels et comment ils restreignent la diffusion de leur travail. Donc un premier mécanisme que j'ai identifié, c'est la prégnance de biais de genre dans l'évaluation du travail artistique. Mes observations du concours d'entrée en première année de l'école des arts plastiques révèlent une asymétrie dans l'évaluation des candidates et des candidats qui s'appuient sur des conceptions genrées du corps et de la sexualité et qui maintient un privilège masculin dès l'entrée dans la carrière artistique. Donc, par exemple, les travaux des candidates qui interrogent leur rapport au corps, à la féminité, à la sexualité ou ayant une orientation féministe, ces travaux ont fait l'objet d'une évaluation défavorable de la part du jury qui n'a pas considéré qu'ils témoignaient d'une capacité à innover ou à se singulariser. À l'inverse, lorsque des candidats ont présenté des œuvres faisant référence à la sexualité ou à leur rapport au corps, ces œuvres ont été jugées positivement, la libido débordante d'un candidat étant par exemple assimilée par le jury à son énergie créatrice. J'ai aussi constaté une asymétrie genrée dans la place prise par la personnalité, notamment l'apparence physique, dans le recrutement des candidats. Donc les candidates tendent à être recrutées pour leur personnalité, alors que c'est la formation et le travail artistique qui priment dans la sélection des candidats. Enfin, le corps permet d'opérer des hiérarchies de genre, mais aussi de race et de nationalité. Par exemple, les candidats asiatiques font l'objet d'un processus de racialisation défavorable à leur reconnaissance en tant qu'artistes en devenir. Un second mécanisme que j'ai identifié et qui pèse sur l'intégration des femmes au monde de l'art contemporain, c'est la prégnance de représentation et d'assignation genrée qui s'appuie sur le corps et la sexualité. Donc, par exemple, des assignations genrées organisent la division sexuée du travail étudiant. Les femmes que j'ai interviewées ont plutôt été hôtesses, ouvreuses au théâtre ou à l'opéra. Elles ont fait du secrétariat, de la médiation, du gardiennage de salles d'exposition ou encore de l'animation périscolaire et des ateliers d'art plastique auprès des enfants, alors que les hommes ont tendance à avoir été assistants d'artistes, responsables d'un atelier technique au sein de l'école, régisseurs d'exposition ou à avoir fait du montage d'exposition. Donc cette division sexuée du travail étudiant, elle repose sur des qualités féminines et masculines naturalisées qui mettent en jeu les corps. Les petits boulots masculins valorisent la force physique, les compétences techniques et logistiques des étudiants, alors que les étudiantes ont accès à des activités qui mobilisent des savoir-être et des compétences prétendument féminines, telles que l'immobilité, la discrétion, la séduction, les compétences relationnelles ou encore un contact aisé avec les enfants. Et cette division sexuée du travail étudiant, elle joue favorablement sur l'intégration des hommes au monde de l'art contemporain, puisqu'elle leur permet d'accéder à des réseaux professionnels et de se familiariser avec les règles qui organisent ce milieu professionnel. L'assignation des femmes au travail reproductif et l'incompatibilité supposée entre activité artistique et maternité pèsent aussi sur le déroulement des carrières artistiques féminines. Cela se traduit par exemple par un moindre soutien des femmes en début de carrière par les professeurs et les intermédiaires de l'art contemporain, par la perte d'une représentation en galerie à l'arrivée d'un enfant, ou encore par des prescriptions corporelles, comme lorsqu'une galeriste demande à une artiste enceinte de 8 mois de s'habiller de manière à invisibiliser le corps enceint pour le vernissage de son exposition, alors qu'un artiste rencontré pose, lui, pour un magazine culturel avec sa femme nue enceinte de 9 mois. Donc le troisième mécanisme
que je voudrais évoquer, et donc ça sera le dernier mécanisme que je voudrais évoquer, c'est celui de la sexualisation des corps féminins, qui jette un doute sur qui jette le doute sur la réussite artistique, enfin sur la réussite professionnelle des femmes, qui freine leur insertion dans des réseaux professionnels et qui contraint leur pratique artistique. Dans mes observations et dans mes entretiens, je trouve que les femmes font face à des attentes contradictoires au sein de l'école et dans le monde de l'art contemporain. D'un côté, les hommes et les femmes sont supposés séduire et convaincre les professeurs et les intermédiaires avec leur travail et leur personnalité pour obtenir leur soutien. Et d'un autre côté, cela nuit à la réputation des artistes femmes dont le succès est parfois attribué à leur capacité de séduction. Je reprends ici l'expression de Marie Buscato. Donc, succès attribué à leur capacité de séduction plutôt qu'à la qualité de leur travail. Par exemple, en entretien, les anciennes et anciens étudiants ont souvent fait référence à des quotas de jolies filles, donc c'était vraiment l'expression qui revenait, des quotas de jolies filles, pour expliquer la présence majoritaire des femmes en école d'art et dans certains ateliers. Donc le fait que certaines étudiantes soient recrutées pour leur personnalité et en particulier pour leur apparence physique contribue à légitimer la présence des femmes dans l'école et à les homogénéiser à travers cette référence à un quota dans un univers qui valorise la singularité. Par ailleurs, la sexualisation des femmes, elle pèse aussi sur le travail entrepreneurial de l'activité artistique des femmes, puisque dans un univers professionnel où les relations sont très personnalisées et fondées sur le principe des affinités électives, la sexualisation des femmes contraint les possibilités d'autopromotion et les possibilités de développer de solides relations avec des intermédiaires masculins, en particulier sur le marché de l'art, où les hommes sont majoritaires parmi les collectionneurs et parmi les galeristes réputées. Donc, à différents moments de leur carrière, les femmes sont prises entre le fait de laisser la séduction s'installer au risque de menacer la légitimité de leur travail et leur reconnaissance professionnelle, et le fait de fermer la séduction, donc je reprends là encore l'expression de Marie Buscato, donc, fermer la séduction, mais cette fois-ci avec le risque de fragiliser leur réseau professionnel et d'être privées d'opportunités de travail. La sexualisation, elle contraint aussi la créativité des femmes. Par exemple, plusieurs artistes rencontrés ont changé d'atelier pendant leur scolarité pour échapper à une relation professeur-élève fondée sur la séduction. Et cette mobilité contrainte entre différents ateliers au sein de l'école, elle entraîne une instabilité du lieu de travail qui pèse sur la possibilité de développer une démarche artistique singulière. Certaines professeurs et étudiantes expliquent aussi comment des attentes vis-à-vis du travail artistique peuvent être manipulées par certains enseignants lorsqu'ils suggèrent aux étudiantes d'être nues dans leur travail et assimilent cela à la transgression, au fait de s'exposer et de prendre des risques dans sa pratique artistique. Certaines étudiantes choisissent aussi de ne pas développer un travail sur la sexualité en raison de diverses manifestations d'attention sexuelle non souhaitées de la part de leurs professeurs envers les étudiantes. Enfin, la sexualisation des femmes fait partie des processus sociaux identifiés qui produisent un contexte propice au continuum des violences de genre dans les écoles d'art, avec l'inégale distribution du pouvoir et de l'autorité entre hommes et femmes, la dépendance à un mentor pour lancer sa carrière, le brouillage des frontières entre sphère privée, scolaire et professionnelle, et les lacunes dans la mise en œuvre des politiques de lutte contre les violences de genre. Et ces processus, ils ont aussi été identifiés Hem, comme constituant un socle des violences de genre dans d'autres mondes de l'art, comme le théâtre, l'opéra, les musiques électroniques et populaires, ou encore l'audiovisuel. Donc c'est ce qu'ont montré les autrices, dans un livre que je codirige avec Marie Buscato et Sari Katrunen, «Gender-Based Violence in Arts and Culture: Perspective on Education and Work», qui, va paraître, en juin, chez Open Book, Publishers. Et donc pour conclure, je voudrais souligner que, les récits de violences de genre, qui ont été publiés récemment dans la presse, mais aussi, sur le compte Instagram, par exemple, du mouvement MeToo Art contemporain qui a été constitué, récemment, ces récits de violence, ils soulignent la nécessité d'étendre l'analyse de la sexualité, au travail, aux hommes agresseurs, mais aussi victimes, aux minorités de genre et aux minorités sexuelles pour affiner notre compréhension de la manière dont le corps et la sexualité contribuent à façonner des hiérarchies sociales dans cet espace professionnel. Je